aussi un programme de recherche pour la récupération après AVC. Nous avons également un programme de recherche qui est axé sur la récupération après l'AVC, surtout la récupération des mouvements et l'intégration d'images du cerveau pour savoir comment on peut identifier les biomarqueurs de la récupération et comment ça peut nous aider à prédire les répondants comparativement non répondants aux différentes interventions thérapeutiques. Alors, c'était vraiment un excellent exercice pour moi de préparer ces présentations parce que notre laboratoire fait tant de choses différentes. Nous avons une présentation sur la stimulation du cerveau, l'exercice, le biomarqueur, et c'est la première présentation que j'ai préparée sur les études en musique que nous avons menées. Alors, j'espère que certains d'entre vous allez trouver cela intéressant et que vous allez en tirer des leçons. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, tout d'abord, j'aimerais définir ce que c'est l'apprentissage moteur. Ensuite, je vous parlerai de quelques études. J'ai divisé en fait les deux premières études touchent à la performance pour les musiciens, l'expertise. Est-ce que cela signifie que vous êtes un musicien ou vous êtes apprenti moteur expert, vous allez pouvoir bien apprendre toutes les habiletés motrices et aussi du travail que nous avons fait où nous avons essayé de comprendre si l'exercice aérobique peut faciliter l'apprentissage du piano, des mélodies simples. Donc, des personnes sont formation musicale. Et dans la prochaine partie, je vais vous parler des études où on essaye d'apprendre si nos schémas de mouvement en utilisant le retour auditif pour aider les personnes qui ont vécu un AVC pour récupérer leur mouvement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat ou si vous aimeriez que je clarifie quelque chose ou que je répète. Je n'aimerais pas que vous continuiez pendant la présentation sans comprendre un concept clé. Ça pourrait ralentir les choses, alors n'hésitez pas. Donc, lorsqu'on parle d'apprentissage moteur, un des messages clés scientifiques, si vous oubliez tout le reste de ce que j'ai dit aujourd'hui, j'espère que vous vous rappellerez de cette information parce que c'est un concept principal dans l'apprentissage et acquisition des habiletés motrices. Et enseigne cela à la deuxième année des études supérieures. Lorsqu'on parle d'apprentissage moteur, la définition classique, c'est qu'il s'agit de ce qui se passe dans votre cerveau, qui se fait par pratique ou l'expérience et qui mène à des changements relativement permanents, la capacité à adopter un comportement qualifié. Relativement permanent, c'est quelque chose de clé. Les données que je vais vous présenter aujourd'hui, si vous lisez des études sur l'apprentissage moteur, vous allez voir des chiffres comme ceux-ci, qui sont des courbes de performance. Et sur Y, nous avons les mesures indépendantes. Ça peut être erreur ou l'exactitude. Par exemple, ici, le chiffre inférieur est un indicateur d'une meilleure performance. Habituellement, nous avons des participants pratiqués et c'est donc ça, c'est la phase d'acquisition, donc la période de formation. Et comme on s'y attend, comme fonction de pratique, les gens vont généralement s'améliorer. La clé chose ici est qu'on pourrait être tenté, par exemple, ici nous avons des données de performance pour deux groupes de participants et peut-être vous essayez d'interpréter les données de ce graphique. Vous aurez tendance à dire que les gens qui sont représentés par les carrés noirs, ils doivent être meilleurs apprentis moteurs parce que la performance est meilleure. Donc ça, c'est en fait la distinction entre performance et apprentissage. Oui, la performance peut être meilleure pendant la pratique lorsque vous êtes en train d'encoder l'information sur cette habileté que vous êtes en train d'acquérir. Mais ce qui est clé pour nous, si vous vous intéressez à l'apprentissage moteur, c'est que nous devons mettre en œuvre un test de rétention. Ça fait partie de la définition d'apprentissage moteur. Nous voulons savoir si ces changements sont relativement permanents. Si vous passez des heures avec des patients en thérapie, vous voulez savoir que votre programme de formation d'entraînement va mener à des résultats 6 mois plus tard ou un an plus tard. En fait, ces habiletés ne sont pas perdues. Si vous êtes musicien,
Il y a différentes approches pédagogiques et le test ultime pour savoir si l'approche A est meilleure que l'approche B, c'est que plus tard, dans le temps, lorsque vous testez encore l'habileté, est-ce qu'elle est perdue? Est-ce que l'habileté est perdue? Donc, c'est pourquoi on fait des tests immédiats ou retardés. Et ces tests de rétention sont 24 heures plus tard, le lendemain, ça peut être une semaine plus tard. Et dans le cas de réhabilitation, souvent, nous avons des suivis 6 mois, 1 an et plus tard. C'est important d'évaluer pour savoir si les habiletés sont relativement permanentes. Ce que vous pouvez voir sur ce graphique, peut-être vous allez vouloir dire que les par les carrés noirs sur si vous regardez la phase d'acquisition et de pratique, ils ne le sont peut-être pas qui est représenté par les carrés blancs. Ce sont en fait des personnes qui ont appris l'habileté parce que vous voyez que leur performance a été relativement maintenue. En revanche, les personnes seraient par les carrés noirs, ce n'est pas le cas. Donc, on ne va pas la référence en termes de performance, mais l'habileté n'est pas retenue aussi bien que dans l'autre groupe. Alors ici, les données, on les interprète comme peut-être l'apprentissage a eu lieu pour les personnes qui sont représentées par les carrés blancs, mais ce n'est peut-être pas aussi solide pour le groupe qui est représenté par les carrés noirs. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment clé. Lorsque vous lisez des papiers sur l'entraînement, la formation et les effets, et les gens prétendent que l'apprentissage moteur a eu lieu, ben, le message que je vous transmets, c'est qu'il faut voir la performance, ces différents tests de rétention qui devraient avoir lieu 24 heures plus tard. Alors, c'est un concept clé, un concept principal dans le domaine de l'apprentissage moteur. Il y a cette distinction. Qu'est-ce qui se passe pendant la pratique? Bien que la performance peut s'améliorer considérablement, il y a d'autres facteurs qui causent cette amélioration. Ça peut être votre enseignant, votre coach ou, qui vous donne des rétroactions, ou c'est peut-être que vous êtes anxieux et votre performance est moins bonne. C'est difficile de savoir si l'apprentissage a eu lieu pendant cette phase de pratique. Et c'est pourquoi nous nous fions sur ces tests de rétention pour savoir s'il y a eu apprentissage ou non. Maintenant, je vais vous parler des études que nous avons menées. Les chiffres sont assez semblables à ces courbes de performance pendant l'acquisition des habiletés et en test de rétention plus tard. Donc, la première étude dont j'aimerais vous parler, nous voulions poser la question suivante. Pourquoi est-ce que les musiciens sont meilleurs apprenants moteurs? Est-ce que c'est une fonction d'expertise spécifique aux musiciens? Et des collègues, des étudiants d'études supérieures ont démontré qu'en tant que fonction de pratique depuis des années, nous savons qu'il y a des changements dans la structure et dans le fonctionnement de notre cerveau. Ça, c'est juste un chiffre. À cette figure, en fait, c'est Catherine Wang et Kofi Schlag qui ont fait cette étude et qui illustre ces changements qui ont lieu en tant que fonction de l'expertise. Et il y a des gens qui ont constaté que des régions comme le cortex moteur, après cortex auditoire et autres parties du cerveau ont changé en structure et en fonctionnement. Et ce qui est important, nous savons également que l'expertise musicale a des avantages pour la performance. J'ai pu revoir une étude que j'ai menée dans le cadre de mon doctorat avec Robert et Virginia, où nous avons recruté des musiciens et des non-musiciens, et nous leur avons demandé de taper suivant différents rythmes qui varient en complexité, d'un rythme assez simple, un rythme plus complexe et un rythme non métrique, donc qui n'a pas une structure évidente. Nous avons regardé l'intervalle, la déviation, quelle était l'exactitude avec le stimulus et la synchronie. Est-ce qu'ils étaient en mesure de synchroniser les tapes
de doigts avec ce qu'ils entendaient. Comme vous pouvez voir, il y a des effets différents. Tout d'abord, en tant que fonction de complexité rythmique, les gens y s'empiraient. Alors, plus les rythmes devenaient non métriques ou plus complexes, il y avait plus de déviations et plus d'insynchronie dans la performance. Mais aussi dans cette figure, vous pouvez voir que la performance des musiciens, qui sont des carrés clairs, est meilleure, ou plutôt gris. Ce n'est peut-être pas aussi surprenant parce que dans le cadre euh, de ce que font les étudiants de musique ou les praticiens, ce qu'ils font, ils vont écouter, ils vont synchroniser, ils vont jouer avec leur père dans un orchestre, dans un ensemble. Alors, toute cette formation est transférée à la performance. Donc, lorsqu'on parle du transfert, s'il y a une performance, une formation sur une habileté, est-ce que ça facilite la performance pour une habileté complètement différente? Donc, on peut avoir un transfert lointain ou proche. Et on a l'exemple ici où la tâche motrice qu'on demande aux participants de faire est assez similaire à ce qu'ils feraient naturellement dans le cadre de ce qu'ils font en tant que musiciens. Mais nous avons également des transferts lointains et la question, c'est, bon, il y a l'expertise en tant que musicien. Est-ce qu'on peut comprendre que vous allez être meilleur athlète? Donc, c'est complètement différent. Ça peut être golf, basketball, hein, mais c'est quand même quelque chose qui appelle le système moteur. Donc, est-ce qu'il y a un transfert? Ça, c'est la question que mes étudiants, mon étudiant du cycle euh, euh, primaire, en fait, c'est un étudiant qui a fait ça avec moi, donc son travail est en préparation. Alors, c'est Baines, nous avons pris une tâche où les participants doivent serrer leurs doigts sur cet inducteur et naviguer ce curseur bleu à travers les cibles rouges qui sont à l'écran. Et ce curseur se déplace à une vitesse fixe et le but, c'est de en fait toucher les points rouges. Donc, c'est le temps qui est passé sur ces cibles qui est en fait mesuré. C'est assez simple, on l'utilise dans plusieurs études et les gens vont s'améliorer et retenir l'habileté. On pensait que cette tâche ou cette habileté pourrait être semblable à ce qu'un pianiste fait lorsque vous peut-être appuyez le clavier, vous devez moduler la force avec laquelle vous allez appuyer en fait, vous allez regarder les notes, il y a une intégration visuelle, etc., le traitement qui a lieu, qui est semblable à ce qu'on fait à l'ordinateur. Cette tâche, on demande à les participants de faire cela. Donc, ils vont regarder les visuels et voir une réponse adéquate. C'est ce que les musiciens vont faire dans le cadre de leur pratique quotidienne. Alors, notre hypothèse, c'était qu'il pourrait y avoir transfert. Donc, la réponse est oui, peut-être les musiciens sont meilleurs apprenants-monteurs en raison de leur expertise, mais malheureusement, c'est pas ce que nous avons constaté. Voici les données de son étude et nous avons recruté des pianistes experts. Donc, ce sont des personnes qui ont pratiqué au moins 1 heure par jour, tous les jours. Depuis 10 ans, il y a des étudiants qui sont inscrits dans le programme d'éducation qui ne pratiquent pas en ce moment. Et comme vous savez, c'est presque impossible de trouver des personnes qui n'ont aucune exposition à une formation musicale. Bon, ces personnes ont peut-être reçu une formation musicale dans le cadre de leur scolarité, mais ils n'ont pas eu de formation plus formelle ou intense. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est qu'il n'y avait pas d'écart significatif pendant la période d'acquisition d'habileté. Donc, sans surprise, en tant que fonction de pratique, on espère qu'on va s'améliorer et c'est ce qu'on va voir. Donc, une valeur plus élevée indique une meilleure performance, mais il n'y a pas d'écart significatif. Il n'y a pas d'écart de performance entre ces deux groupes et il n'y avait pas d'interaction. Ensuite, nous avons attendu 24
heures. Nous avons demandé à nos participants de revenir le lendemain et pendant ce test de rétention, les deux groupes ont maintenu la performance. Donc, on peut dire qu'il y a eu apprentissage de cette tâche ou de cette habileté et que la performance est maintenue. Ce que voyons bas à gauche, ce sont des données individuelles. Donc, les courbes de performance individuelle pour vous convaincre qu'il n'y avait pas vraiment de schéma clair ou un avantage clair d'être musicien, malheureusement. Alors, le message à retenir, c'est que si vous êtes musicien et vous voulez devenir, vous voulez être dans l'équipe ou vous voulez être joueur de hockey dans l'équipe des Canadiens de Montréal, vous devez commencer à zéro. Donc, il n'y a aucun transfert de compétences. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons regardé les erreurs variables. Voici une mesure qui indique à quel point les performances des individus sont constantes. Alors, en fait, il y a leur moyenne pour savoir si ils sont cohérents. C'est assez significatif que les musiciens, il y avait moins de variables. Il y a une idée qu'en tant que fonction d'expertise, vous explorerez l'espace davantage. Vous n'êtes pas nécessairement limité pour résoudre ce problème. Vous pouvez essayer différentes stratégies. Donc, ça pourrait être une raison pourquoi l'erreur variable été considérablement plus importante de certains blocs pendant l'acquisition de compétences. Il y a de la recherche qui suggère que plus vous explorez l'espace, cela mène à un meilleur apprentissage des habiletés. C'est pas ce que nous avons constaté avec les scores moyens, mais c'est un petit échantillon. Nous allons nous pencher un petit peu plus sur cette idée d'exploration-exploitation. Et la variabilité, bon, ben, on pense souvent qu'on veut avoir une petite variabilité qu'en tant que fonction de pratique ou de compétence. Les gens, ils ont moins de variabilité, mais il y a des données probantes qu'au moins dans les phases initiales d'apprentissage, et ce n'est pas juste pour le système moteur, que vous voulez peut-être explorer les espaces et ça donne des avantages. Alors, c'est un travail sur lequel d'autres étudiants vont peut-être, au premier cycle, vont continuer à l'automne. Une autre étude que nous avons menée, bon, ben ça c'était la première étude menée par des étudiants. Nous avons fait une autre étude. On s'intéressait au rôle de l'exercice. Donc malheureusement, si vous êtes musicien et vous voulez devenir athlète, eh bien, il n'y a pas de chemin facile, il n'y a pas de preuve, du moins après cette étude, qui a transfert. Alors, comment pouvez-vous devenir athlète dans une période courte de temps? Est-ce qu'il y a des manières d'optimiser votre apprentissage moteur d'habileté pour y arriver plus rapidement? Il y a une poignée de recherches, surtout dans le domaine cognitif, des personnes qui vieillissent. Leur rôle de l'exercice et l'activité physique en général. Pour retarder la perte de mémoire et des problèmes cognitifs. Donc, il y a une poignée d'études qui ont été menées dans le domaine d'apprentissage moteur pour essayer de comprendre si l'exercice aérobique avec l'acquisition comme par exemple jouer au piano, c'est que je pourrais devenir Mozart. J'avais au départ une image de ma fille, mais je voulais pas la partager. Alors, j'ai décidé de mettre ma photo. Je suis pas aussi mignonne, je suis désolée, mais l'idée, c'est que si je pratique le piano et ensuite je, je fais du vélo, est-ce que ça va mener à une optimisation de mon apprentissage moteur? Et à Montréal, il y a des chercheurs qui s'intéressent à cela. Marc Heroic de l'école de l'ergothérapie travaille là-dessus, particulièrement pour la récupération après AVC. Un des problèmes cliniquement, c'est qu'on a eu un dommage neurologique au cerveau comme AVC. Non seulement vous avez du mal à recommencer à bouger ou vous nourrir, mais vous êtes déconditionné, vous n'avez pas d'endurance et peut-être ce sont des choses qu'on prend pour acquis
qui juste en fait traversait la rue à une intersection à Chalandais à Montréal. Bon, la première fois que j'ai déménagé à Montréal, lorsqu'il y avait des lumières qui tournaient, qui devenaient rouges, les autres devenaient verts, alors qu'à Toronto, il y avait comme une période de grâce, on pouvait prendre son temps pour traverser la rue. Alors, on peut imaginer que pour les gens qui ont des troubles ou des difficultés, ils n'ont pas l'habilité motrice, mais ils sont déconditionnés du point de vue cardiovasculaire. Donc, les gens s'intéressent à cet effet. Est-ce qu'on peut comparer cette formation à exercice aérobique et la thérapie de réhabilitation? Est-ce qu'on peut avoir de meilleurs résultats? Alors voilà le but de ces recherches. Mais pour cette étude, c'est du travail qui a été mené par Dina Srobic, qui était une ancienne étudiante en maîtrise. Maintenant, elle est doctorante, candidate au doctorat à l'Université d'Oslo. Donc, elle est chanteuse, elle a un groupe, Dina and the Monsters, elle est une guitariste. Et en tant qu'étudiante d'études supérieures, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de Robert et Virginia qui m'encourageaient moi et les autres étudiants à poursuivre des questions de recherche qui les intéressaient tout particulièrement. Alors, pour aller dans ce sens, j'ai encouragé Dina à mener ce projet parce qu'elle pouvait marier ses deux passions, l'exercice et la musique, parce que les participants arrivent, on leur donne un test d'exercice, ils vont faire du vélo et ça nous donne une idée de leur niveau d'aptitude cardiovasculaire et on peut prescrire un programme ou une routine, un exercice pour eux. C'est ce qui arrive le premier jour. Ensuite, l'expérience commence à la deuxième session où ils viennent. Dans ce cas, Dina va utiliser un programme où on a ces donc, visuels comme Guitar Hero. Les participants étaient les personnes qui n'avaient pas de formation musicale, de non-musiciens, et ils devaient donc suivre les indices et trouver les notes sur les claviers devant eux. Alors, on leur apprenait une des deux mélodies à 12 notes et a été élaboré par Rachel Brown et Carolyn Palmer et testé précédemment. Alors, nous avons utilisé deux mélodies qui étaient relativement semblables en termes de difficulté. Les participants apprenaient à faire à jouer une ou l'autre. Vous commencez par pratiquer et l'idée, c'est de en fait compléter avec l'exercice aérobique. Ça peut être HIIT de méthode ou LIT. Donc, c'est à haute intensité ou faible intensité. Et du point de vue de la neuroscience, de la neurophysiologie, si vous poussez très fort, votre corps va en fait relâcher des facteurs neurotrophiques ou d'autres éléments qui sont des facteurs importants pour l'induction de potentiation à long terme, la plasticité. LTP, donc c'est le mécanisme qu'on croit soutient l'apprentissage non seulement des habiletés motrices, mais toutes sortes de souvenirs du cerveau. Nous savons que c'est important. L'exercice relâche aussi de sang, qui est un carburant. Et des études sur les animaux ont démontré que ça retient la plasticité, donc il y a un renforcement des synapses. Et c'est une des raisons pour lesquelles on pense que lorsque vous doublez l'exercice à l'acquisition d'habileté, lorsque vous apprenez une habileté, ça va mener à un renforcement des synapses dans votre cerveau par la potentiation à long terme comme la plasticité. Alors, lorsque vous faites ces pratiques, nous savons que les processus d'apprentissage ont lieu dans votre cerveau, mais quand vous faites de l'exercice en même temps, qui donc vous libérez ce genre de produits chimiques, bah, aussi du cerveau, l'idée c'est que ça peut encore optimiser la performance. Typiquement, ce que les études ont démontré, que vous avez besoin de vous engager dans le fait de faire le HIIT, donc entraînement à haute intensité, c'est pas agréable. Vous faites le maximum. Dans l'étude de Dina, c'est 3 minutes et 2 minutes
à 60% de vos capacités. Vous changez 3 fois, donc c'est court, mais c'est à haute intensité. Et ensuite, la condition de contrôle était à faible intensité. Plutôt de choisir le repos, on a demandé aux participants de faire du vélo sans résistance. Ça pourrait être un bon groupe de contrôle. Ça, c'était la deuxième session. Et 24 heures plus tard, ils revenaient pour passer le test de rétention euh, avec la mélodie qu'ils ont pratiquée la veille. Une semaine plus tard, ils reviennent pour le test de transfert. Alors, ils pratiquent pour savoir si la pratique de la première mélodie a mené à une meilleure performance, l'apprentissage d'une nouvelle mélodie. Ce que nous avons constaté, donc, il y a le premier panel en haut, ce sont les données sur l'acquisition. Nos mesures indépendantes étaient l'exactitude rythmique, note à quel point les participants ont pu reproduire les intervalles de notes dans la mélodie à 12 notes. Nous n'avons pas fait d'analyse statistique en raison de la manière dont le paradigme fonctionnait. Alors, pour ceux et celles qui s'intéressent à prendre, c'est difficile de comprendre combien d'essais il faut avoir. Comme vous êtes au courant, il y a beaucoup de variabilité dans la performance. Alors, certaines personnes, bon, mais ce sont tous des non-musiciens, sans formation musicale, mais pour certains gens, ils vont faire 3 essais et comprendre ce qu'il faut faire. Mais d'autres, ça peut prendre 20 ou 30 essais, ils n'ont toujours pas compris la tâche. Alors, nous avons essayé de changer pour les 3 premiers blocs de pratique, tout le monde a eu le même nombre d'essais. Mais lorsqu'ils arrivaient à faire 3 essais corrects, pourquoi ici, dans le bloc 4, 5, 6, il y a différents nombres de participants, différents essais. Alors, ces données, c'est la raison pourquoi nous n'avons pas à analyser statistiquement les points de données pour l'acquisition. Vous voyez que les gens s'améliorent généralement de l'exactitude rythmique et nous avons analysé les 10 de chaque partie de sa performance. Nous avons comparé le groupe qui a fait les exercices à haute intensité et faible intensité. À la fin de la pratique, différence, ils ont revenu 1 heure plus tard, 24 heures plus tard et 7 jours plus tard. Nous n'avons pas constaté un effet du groupe de temps pour la surpaix. Donc, en fait, les gens, ils maintenaient leur performance, a appris la mélodie piano, mais on n'a pas vu une différence significative entre les deux groupes en termes d'exercice. Pour l'autre composante, on a vu un effet de temps. Alors, il y avait une amélioration légère en performance lorsque les gens revenaient se faire tester pour démontrer que ces habiletés ont été consolidées. Il y avait une amélioration de consolidation de cette habileté, mais il n'y avait pas d'interaction. euh, Nous étions donc un peu déçus que l'exercice, en moins dans cette étude, ne semblait pas moduler ou optimiser la performance plus que ce qui s'est passé dans le groupe de contrôle. Qu'est-ce qui se passe dans le test de transfert? Donc, c'est le 7e jour, 7 jours plus tard. Alors, ils ont donc fait un test de rétention de la mélodie qu'ils ont apprise et maintenant, on leur demande de jouer une nouvelle mélodie. Alors, il y a eu une interaction pour les deux mesures. Le taux d'amélioration de la performance pour ceux qui ont fait le protocole à haute intensité était légèrement plus élevé que pour les personnes qui ont suivi le protocole à faible intensité. Nous avons donc des données probantes modestes euh, qui a un transfert si on est soumis à des protocoles à haute intensité, mais on veut faire un suivi avec un entraînement à long terme. On peut penser avec
seul bloc, si on optimise la performance, que au moins pour le système cardiovasculaire, vous avez besoin de faire de l'exercice. Ce n'est pas c'est pas un exercice qui vous permettra de devenir coureur de marathon. Ça prend des mois ou des années pour être athlète d'élite. On pense qu'on a besoin de périodes multiples pour voir des effets. Ou peut-être on doit pousser un petit peu les participants plus loin. Il y a une différence. Il semble y avoir un effet de plafond avec les mesures P et aussi de plancher avec la composante de rythme. Ce qu'on veut examiner aussi, c'est la sensitivité des mesures que nous utilisons. Donc, le projet est de mener une étude à long terme, mais avant cela, en ce moment, bon, ben, je vais maintenant faire la promotion sans gêne, où on cherche des participants. Et les participants vont recevoir une carte cadeau de 5 dollars, une carte de votre choix. Mais si je réfléchis dans un monde idéal, si on trouve après plusieurs études qu'il y a des preuves que l'exercice aérobique peut favoriser la rétention et l'apprentissage d'habiletés motrices. Ben, on peut passer à l'application. Est-ce que nous pensons, c'est que, bon, moi, c'est l'hypothèse qu'on veut vérifier, c'est qu'avec les musiciens, si vous êtes entièrement engagé dans votre pratique de votre art, est-ce que ça désavantage d'autres activités physiques et du point de vue anecdotique, on entend souvent que les musiciens qui pratiquent pendant 6 heures ou 8 heures par jour, alors s'ils sont assis en train de pratiquer, ça veut dire que peut-être ils vont pas faire beaucoup d'activités physiques. Alors la première étape serait de demander quels sont les niveaux d'activité physique chez les musiciens et non musiciens pour comprendre. L'idée, c'est que si on constate que les musiciens ne sont pas aussi actifs que la population moyenne, alors il serait important, ça pourrait être un argument de vente, ajouter l'exercice aérobique pour optimiser euh, la performance et l'apprentissage. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire avec ces recherches. Et on cherche des étudiants d'études supérieures. Alors, si vous vous intéressez à ce domaine, n'hésitez pas à me contacter. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler des études que nous avons menées et qui tentent d'exploiter les sons et la musique pour améliorer l'apprentissage moteur. La première étude a été menée par mon ancien postdoc Shinya Fuji, qui est batteur et maintenant professeur à l'Université Keio au Japon. Donc, nous voulions connaître le rôle du son comme rétroaction auditive augmentée. Le raisonnement, bon, beaucoup de choses que je fais sont motivées cliniquement parce qu'on aimerait traduire cette recherche fondamentale cliniquement. Chez les personnes qui ont eu un AVC, ils ont des problèmes avec le mouvement, mais ils ont également des problèmes avec la qualité de leur mouvement. Donc, la coordination de l'articulation problématique. Un des plus grands débats dans notre domaine de récupération après AVC, c'est qu'est-ce qu'on apprend aux patients de faire. Quelqu'un qui a une blessure cérébrale, est-ce qu'on leur apprend à compenser ou est-ce qu'on leur apprend de bouger des qualités? Donc, on se concentre là sur la tasse de café. Si cette tasse de café était juste devant moi, je vais juste peut-être gérer mon bras. Je vais, mais si j'ai une blessure, je ne peux pas contrôler mes habiletés motrices. Je peux quand même le faire, mais je dois bouger mon tronc. Je ne vais pas avoir la capacité d'utiliser mon bras, mais pour compenser, je vais me déplacer plus près avec mon tronc. Donc ça, c'est un exemple de compensation. Ça se trouve que c'est ce que nous faisons beaucoup avec nos patients.
C'est pourquoi dans le domaine de récupération après AVC, il n'y a pas de traitement qui est la norme d'or. On a vu des améliorations, mais il n'y a pas vraiment d'approche qui facilite la récupération des personnes au-delà de ce que la récupération qui se produit naturellement en tant que fonction du cerveau. On peut utiliser des indices auditifs pour améliorer la qualité de mouvement des gens en utilisant cela comme rétroaction. C'est une étude qui a été menée chez les personnes en santé. On a eu des participants en santé. Ils s'assoient et ils devaient tout simplement chercher la cible devant eux et le toucher. On nous a attaché en fait des gagnéomètres à l'épaule et au coude et au dos, qui nous ont permis de détecter les changements au cours des différentes motions. Ce que vous voyez au panel A sont les trajectoires de l'épaule en deux dimensions, donc adduction et adduction et flexion et extension. Donc, votre épaule va en fait avoir ces motions et ces articulations. Aussi, on a regardé les motions du tronc pour savoir si les gens ils allaient se pencher vers l'avant pour effectuer cette tâche et aussi l'extension et flexion du coude. On a demandé aux participants, bon, la référence, c'est ils devaient tout simplement aller chercher la cible départ et cible fin. Et nous avons donc consigné les schémas de coordination. C'est ce qui est illustré dans le panel en bas. Et ce que, donc, modèle de portée de base. Donc, on a pris cette trajectoire où il y avait un nouveau modèle de portée au modèle cible à prendre. Il y avait quelque chose de nouveau différent avec le bras pour aller chercher la cible. Et la clé ici, dans cette expérience, c'est que tous les participants avaient les yeux fermés. Ils n'étaient pas en mesure de voir la cible et ils devaient simplement se fier à la rétroaction auditive. Dans cette expérience, nous avons solidifié la rétroaction avec les yeux fermés. Au début, vous devez explorer l'espace et s'il y avait une erreur, il y avait donc le son et plus il y avait donc plus ça devenait fort. C'était une motivation pour comprendre comment effectuer cette tâche. Et si vous exécutez cette trajectoire ou ce mouvement selon cette cible ou la cible, il y avait une erreur minimale ou pas d'erreur, il n'y avait que du silence. Et l'idée ici, c'est qu'on manipulait la fréquence de la rétroaction. Pour revenir au concept d'apprentissage moteur, nous savons que d'offrir la rétroaction après les pratiques est probablement la chose la plus importante qui peut augmenter ou améliorer notre apprentissage. Be good. So if you imagine you're taking piano lessons or Si sports on imagine par exemple un coach, un enseignant pour un sport ou une autre activité qui vous dit quoi faire pendant une répétition ou une pratique, vous allez vous améliorer parce que vous avez toute cette rétroaction du coach ou de l'enseignant. Mais ce qui est vraiment très important, surtout une semaine après, 24 heures après, quand il y a un test de rétention, sans la rétroaction d'un coach, ce qu'on voit, c'est que les gens qui reçoivent cette rétroaction de façon constante ne vont pas réussir aussi bien parce que sans la rétroaction, ils sont un peu perdus. Donc, il faut fournir, offrir la rétroaction la moitié du temps, pas tout le temps. Il ne faut pas développer une dépendance sur cette rétroaction. Donc, par exemple, les participants qui avaient les yeux fermés, qui devaient voir comment bouger leurs bras, explorer l'espace, ils étaient guidés par ce son très ennuyant, euh, très distrayant. Pour un autre groupe, ils ont reçu une rétroaction pour la moitié de l'étude. Et ce qui s'est produit, il nous semble pour cette tâche-là, un retour d'information plus important était préférable pour l'apprentissage d'un nouveau modèle de coordination des articulations des membres supérieurs. Vous le voyez sur l'axe Y. Euh, et sur l'axe X, on voit la performance selon les blocs de pratique et aussi
ensuite un test de rétention immédiat et un test plus tard. Alors, c'est la performance des deux groupes. Il y a un groupe qui a reçu rétroaction 50% du temps et l'autre groupe a reçu de la rétroaction 100% du temps. Alors, pendant la performance, il n'y avait pas de différence comme telle entre les deux groupes. Mais ce qu'on voit par rapport à la rétention, c'est qu'il y a eu un effet. Ceux qui ont reçu de la rétroaction pour toutes les essais ont pu maintenir leur niveau de performance comparé à ceux et celles qui l'ont reçu à la moitié du temps, 50% du temps. On a aussi regardé les variables et le contrôle, jusqu'à quel point votre performance est consistante et continue. Il n'y a pas une grande différence. Vous voyez que pour les deux groupes, ça se réduisait et les effets étaient maintenus. Et ce qu'on voit ici, je vous ai parlé de l'hypothèse de l'orientation. Cette notion n'est pas toujours vraie, que la rétroaction, le retour de l'information est toujours préférable. Non, ça dépend du genre de compétences auxquelles on demande aux gens de participer. Le groupe de Gabriella Wolf, c'est une chercheure qui a démontré que quand on a une tâche davantage complexe, cette tâche-là a besoin de plus de retours d'informations, plus de rétroaction. Et ça dépend aussi du niveau de l'appreneur. Un expert a besoin de moins de rétroaction que quelqu'un qui vient de commencer, un débutant. Donc, ici, on a les preuves. En principe, on peut utiliser les sons pour guider la coordination, pour guider les individus d'apprendre un modèle, un nouveau modèle de coordination des articulations. Et donc, comment utiliser ça avec les patients dans un milieu clinique et diminuer certains mouvements et promouvoir d'autres mouvements, par exemple du coude, l'extension du bras. Quelqu'un comme Eckhart Altimeter à Hannover, ils ont des études là où ils se penchent sur ces questions-là, le rôle potentiel. Il y a des preuves préliminaires que ça pourrait marcher avec des gens qui ont eu un AVC. Bon, la dernière chose que je vais vous présenter, ce sont des études qu'on a fait. Takako Fujioka a mené ces études-là en utilisant la réhabilitation basée sur la musique, axée sur la musique. J'aimerais vous parler de l'AVC. C'est quoi un AVC? C'est une blessure une attaque ou une blessure du cerveau. Il y a deux causes. Ça peut être une thrombose qui nuit au flux du sang dans le cerveau. Si cette thrombose a lieu dans les artères qui offrent du sang dans le cortex moteur, c'est ce qui mène à une blessure du cerveau. Il y a aussi un AVC hémorragique où il y a une rupture des vaisseaux sanguins et ça cause un dommage, une blessure des cellules et des fois même la mort. Ils ont lieu souvent dans un territoire du cerveau qui a un effet sur les mouvements moteurs, la coordination motrice et les fonctions motrices du corps. Donc, c'est une étude qui a été menée par Takako à l'Institut de recherche Rotman. Elle est maintenant à l'Université Stanford et j'ai eu le bonheur de participer dans cette étude-là. On a analysé beaucoup de données d'imagerie. Je vais vous présenter ces données-là dans un instant, mais l'idée là, c'est qu'il y avait deux groupes, ou en fait deux interventions. La réhabilitation assistée par la musique, le RSM, vous voyez les participants travaillent avec des tambours pour jouer certaines hauteurs ou tonalités, fréquences. Pour ceux qui pouvaient contrôler leurs doigts, les mouvements de leurs doigts, ils pouvaient participer à des pratiques, des répétitions sur un clavier. On a utilisé aussi d'autres modalités, d'autres façons de faire. C'était 30 heures de formation sur 10 semaines et c'est des gens qui avaient eu des AVC
chronique, c'est-à-dire depuis il y a plus de 6 mois. L'intervention, le contrôle, en fait, c'était un programme complémentaire de bras répétitifs gradués. C'est utilisé à l'international, c'est reconnu à l'international, c'est une intervention qui a beaucoup de preuves pour le soutenir. On parle de cette pratique-là comme une des meilleures pratiques et c'était un des meilleurs contrôles donc à utiliser quand on participe à une réhabilitation assistée par la musique. Est-ce que ça mène à de meilleurs résultats pour les personnes souffrant d'un accident vasculaire cérébral chronique? Et la musique est intéressante, elle nous motive, elle nous permet de jouer, elle nous introduit à des sons, c'est ludique. Donc c'est ça le rationnel, la justification derrière pourquoi la musique peut être une bonne euh, aide dans la réhabilitation, euh, tenir des objets, se mettre une chemise, boucler les boutons d'une chemise. C'était les tâches qu'on demandait à ce groupe-là de pratiquer. Malheureusement, et je dois vous dire que les résultats euh, sont similaires à d'autres résultats quand on étudie les AVC, les personnes qui ont subi un AVC. Il n'y a pas eu de grande différence dans la performance motrice, que ce soit pour les gens qui ont participé à la réhabilitation assistée par la musique ou le programme complémentaire de bras répétitifs gradués. Là, vous voyez une image qui montre des façons de mesurer des apprentissages moteurs. Quand on est dans un milieu clinique, il y a des résultats standardisés, normatifs que tous les chercheurs utiliseraient pour qu'on puisse comparer nos résultats les uns avec les autres. Et l'échelle, cette échelle-là, se penche surtout sur la qualité du mouvement, jusqu'où est-ce que les gens peuvent bouger leurs bras. Alors, si vous avez un score de 7, vous avez un bon mouvement, mais on voit que la moyenne est de 3. Ça veut dire que les gens peuvent toucher leur menton, le bras peut peut-être toucher, avec la main, on peut toucher l'épaule, on peut toucher le bras contraire, opposé, on peut toucher certains doigts contre d'autres doigts, mettre nos vêtements. Ce genre de mouvements, on les a codifiés comme une étape 3 et c'est là où se trouvent ces participants. Donc, la moyenne ici, ce sont des gens qui ont quand même des handicaps ou des discapacités assez sérieuses. Avant l'intervention, pendant l'intervention et après l'intervention, on a testé, on a évalué et analysé les données. Et il y a eu un suivi 3 mois plus tard, donc il n'y a pas eu de grande différence en ce qui concerne les améliorations de mouvement du bras ou de la main. Quand on parle du mouvement de la main, on parle de tenir des blocs, les mettre dans certaines formes. Il y a eu de petites améliorations de la performance motrice, mais pas très significatives. Il y a des échelles qui démontrent cela. Donc, il n'y a pas une grande différence. Mais si les changements, et la plupart des changements étaient petites, c'est assez décevant. Mais comme je l'ai déjà dit, en prenant en compte le contexte plus large de d'autres études, c'est ce qu'on trouve un peu partout. Si on enlève le composant musique, nous, les chercheurs, dans le domaine des AVC, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. Donc, il faut parler de doses. Euh, il faut aussi réfléchir aux participants que nous choisissons pour participer à ces études-là. On a des collègues qui travaillent avec des participants qui reçoivent 30 heures de traitement. C'est rien, 30 heures. Vous
savez, si vous êtes musicien, il faut pratiquer pendant des années pour devenir un professionnel. Alors, pourquoi est-ce qu'on penserait que 30 heures, ça va suffire, que les gens vont sortir du centre de réadaptation, de réhabilitation en étant parfaits et prêts pour reprendre la vie normale? Pas du tout. Maintenant, on croit que c'est plutôt 300 heures. C'est là qu'on commence à avoir des améliorations. Alors, il faut le bon type de thérapie. Il faut la thérapie au bon moment. Donc, le quoi, le quand. Euh, il faut aussi fournir la bonne dose de thérapie. Il faut choisir les bons patients et il faut que nos mesures soient assez sensibles. Alors, il faut réfléchir à la quantité de thérapie. Quel genre de thérapie pour revenir à la qualité euh, pour beaucoup d'approches axées sur la musique, la réhabilitation qui utilise la musique, souvent on s'en fout un peu la qualité de l'amélioration. On veut tout simplement que la personne puisse prendre sa tasse de café le matin, mais ça ne suffit pas. Il faut mesurer la qualité de la réhabilitation. Euh, il y a cette idée qui existe en enseignant la réadaptation, on ignore d'autres priorités. Est-ce qu'on choisit euh, les bons patients? Ça, c'est très important comme question. Une grande partie de notre recherche est, est liée à l'identificateur de bioindicateurs. L'utilisation en fait, de biomarqueurs pour identifier les répondeurs et les non-répondeurs à un traitement. C'est un physiothérapeute hollandais qui a fait ce travail-là pour identifier si on peut utiliser la musique pour améliorer la récupération motrice après un accident vasculaire cérébral. Il a fait une évaluation du bras supérieur. Une valeur basse veut dire qu'on a eu un AVC assez grave. On a fait une analyse de toutes ces données à plusieurs points dans le temps et on peut voir le trajectoire de la récupération de l'individu. On voit qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a bon, modéré, pauvre. Et il y a des gens qui ne font pas de récupération du tout. Alors, pour revenir au contexte de la musique, si vous êtes intéressé par la formation en musique, ben vous le savez déjà, des fois, nos données sont extraordinaires au niveau général, mais quand on regarde les individus, on voit qu'il y a plein d'exceptions et ça cause problème pour tirer des conclusions. Donc, il faut vraiment faire attention à l'individu. C'est très important, ça nous dit quelque chose. Et ça revient à l'idée de la formation. Il y a des individus qui vont apprendre très rapidement. Il y en aura d'autres qui ne le seront pas. Alors, on se penche surtout de biomarqueurs. On utilise des données de ce même approche-là de réhabilitation basée sur la musique. On a pris de l'imagerie et on a analysé la variabilité de la déficience motrice après un accident vasculaire cérébral et on a vu que ça s'explique par l'intégrité structurelle et fonctionnelle du système moteur. Les biomarqueurs sont d'abord des blessures au cortex. Vous voyez au milieu une vue d'en haut du cerveau. Ce que vous voyez en vert, c'est le cortex de la colonne vertébrale qui connecte les régions motrices du cerveau. Et ce qu'on voit en rouge, c'est l'AVC de l'individu.
Alors, c'est l'individu d'une personne et on met ces données ensemble pour voir jusqu'à quel point il y a un chevauchement. Si vous avez un dommage sur ce sentier-là dans le cerveau, ça va avoir un effet sur la main et euh, le mouvement moteur précis. C'est très pertinent pour les musiciens. On a démontré que la matière blanche dans le cerveau, comme fonction de la formation, il y avait un lien en fait entre cela et le niveau de performance du musicien. Et c'est très important quand on parle des dommages neurologiques aussi, la quantité de dommages et les lésions et la connectivité en état de repos. Ça représente les régions de la main et du bras et on fait une analyse de cette région spécifique, l'habileté des régions du cerveau et comment c'est lié à la discapacité. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un lien entre ces deux. La déficience motrice est corrélée à l'importance des lésions du CST et à la connectivité motrice. Donc, il y a un lien, il y a une relation entre ces biomarqueurs et l'handicap, le niveau d'handicap. Euh, le, le- avec moindre connectivité, ne vous inquiétez pas trop avec tous les chiffres, les statistiques. Ce qu'on a fait, c'est une analyse pour comprendre les variations et comment les expliquer. Donc, les lésions du CST à la connectivité motrice expliquent de manière significative 51% la variabilité de la déficience motrice plus que l'un ou l'autre des biomarqueurs seuls. Et cette information explique plus de 50% des variants dans les scores qu'on a atteints, les résultats qu'on a eus. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de savoir s'il y a un seuil. Si on revient aux données de Takako, ce sont les patients qui ont participé soit au MSR ou à l'autre thérapie. Donc, un score de 6 où on combine l'analyse du bras et de la main. Ça nous dit que si vous êtes à 6, si vous avez une discapacité, un handicap significatif, et on voit que la moitié des participants dans cette étude étaient pas mal endommagés, blessés. Ce sont ces individus ici en bas. Ça nous dit quelque chose. Peut-être on n'a pas vu un effet parce que le potentiel pour la récupération pour ces gens-là était limité. Alors, pour la prochaine génération d'études, il faut pas réfléchir aux biomarqueurs, choisir les bonnes personnes pour les bonnes thérapies. Si on a quelqu'un qui a eu une récupération pauvre, basse, il faut peut-être les enseigner à utiliser l'autre bras ou l'autre jambe, tandis qu'avec des gens plus performants, il faudrait peut-être les apprendre, les enseigner à mieux utiliser de façon plus précise cette partie du corps. Donc, ça serait une très bonne façon de tester l'utilisation du membre. Et est-ce que ces approches sont meilleures que les approches traditionnelles? Alors, c'est là que les biomarqueurs sont très importants et peuvent nous aider à être plus spécifiques, plus précis dans nos interventions. Si vous êtes intéressé dans la formation musicale, les pédagogies, qui sont ceux qui répondent et qui sont ceux qui ne répondent pas, qui sont les bons appreneurs et les mauvais appreneurs, ça pourrait vous aider à cibler vos programmes de recherche. Alors, pour résumer le tout, les concepts clés, euh, d'abord, souvenez-vous,
Je vous ai posé la question, qu'est-ce que l'apprentissage moteur? En fait, les changements relativement permanents dans les compétences. Quand on fait un test 24 heures plus tard, en ce qui concerne le travail scientifique qui a été fait dans le domaine de la musique, les musiciens sont-ils de meilleurs apprenants moteurs? Peut-être pas. C'est une seule étude, bien sûr. Il faut en faire d'autres, mais c'est un domaine très intéressant. Si vous êtes un musicien, est-ce que ça veut dire que vous allez être le prochain Heifetz ou le prochain Mozart? Avec les preuves qu'on a, la réponse est peut-être pas. 3. L'exercice aérobique peut-il faciliter l'apprentissage du piano? Peut-être. Les effets d'un entraînement ou d'une formation à court terme, c'est-à-dire une seule séance, sont modestes. Donc, il faudrait tester davantage, peut-être avec plusieurs semaines d'entraînement, ça serait mieux. Est-ce que ça pourrait mener à une optimisation de la performance? En ce qui concerne l'exploitation des sons et de la musique, peut-on apprendre de nouveaux schémas de mouvement grâce à un retour auditif? Oui, la qualité de ce retour auditif, de cette rétroaction auditive est très importante. On peut promouvoir, optimiser les apprentissages pour des individus en santé et peuvent en fait améliorer le mouvement de leurs membres. Et 5, peut-on utiliser la musique pour améliorer la récupération après un accident vasculaire cérébral? Peut-être, mais il reste encore du travail à faire. Je crois que ça nous amène à la fin. Ce sont quelques conclusions personnelles. Suivez votre passion. Beaucoup d'entre vous font déjà de la recherche, sont très impliqués dans des projets de recherche. Donc, écoutez votre cœur, euh, écoutez vos passions. Il faut être vraiment en amour avec ce que vous faites pour le faire bien. Il faut apprendre à apprendre. Ça aussi, c'est très important. C'est ce que j'ai appris pendant mon parcours et j'ai pu combiner mes passions pour la musique et mes passions pour aider les survivants d'AVC. C'est génial d'être un étudiant de deuxième cycle parce qu'on apprend à apprendre. C'est ce que Robert et Virginia m'ont appris. Moi, je ne connaissais pas du tout le domaine de l'exercice. J'ai acheté 3 systèmes pour mon laboratoire. Je n'avais pas reçu cette formation-là dans le laboratoire de Robert et Virginie. Et j'utilise bien sûr cette information-là. Mais devenez des experts dans vos champs de prédilection. Mais j'espère que aussi vous apprenez à apprendre à résoudre des problèmes même dans d'autres domaines, d'autres disciplines. C'est ce que j'ai appris chez Brahms, à Brahms. C'est de tirer de différentes perspectives. J'espère que vous allez continuer de faire cela. Alors, c'est tout. J'aimerais remercier tout le monde qui a participé avec qui a contribué à la recherche. Euh, Bien sûr, l'Institut de recherche Rotman, surtout Takako, on n'aurait pas pu faire ce travail-là sans ces individus, mes collègues de l'Université de Toronto qui m'ont aidé avec les études, mes collègues de l'Institut de recherche Sunnybrook, Sandra Blackie, Onjo Alex Kiss, les étudiants qui m'ont aidé aussi. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute et je m'arrête là. Merci. Thank you, Joyce. Oh, this was great. Thank you for being here and to present us for us today. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On a quelques minutes maintenant pour des questions. Et si vous voulez utiliser votre micro, allez-y. Mais si vous préférez ne pas poser votre question à haute voix, vous pouvez le mettre dans la boîte chat. Avez-vous des questions? Oui, Isabelle. David et ensuite Isabelle. Allez-y, David. C'est très intéressant. Ça m'a beaucoup plu, votre présentation. J'étais frappé par un morceau là où vous avez catégorisé les musiciens et non-musiciens. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Vous avez exclu ceux qui sont au milieu, les musiciens semi-sérieux, les personnes comme moi, peut-être vous aussi.
On n'a pas étudié la musique de façon formelle, c'était pas votre majeur, mais on a joué dans des ensembles, des orchestres. Vous êtes un musicien amateur, mais de bonne qualité. Les études démontrent que ce segment de la population est souvent a de meilleurs résultats sur certains tests. Alors, je me demande si la connexion entre être musicien et les compétences motrices, si être bon ou peut-être un peu bon, tu vois. Il y a un groupe qui est au milieu entre les vrais amateurs ou les non-musiciens, pardon, et les musiciens professionnels. Alors, je serais intéressé d'entendre votre réponse. C'est un très bon point que vous soulevez là. Il y a toute cette question-là de la spécificité de la pratique et on pourrait dire qu'un musicien élite, un musicien de très haut niveau est assez figé. Vous êtes expert dans votre domaine, mais ça limite votre votre possibilité d'explorer et d'explorer d'autres domaines. C'est un très bon point que vous soulevez. Et notre point de vue à l'époque, c'était qu'on voulait explorer les deux extrêmes, mais on aurait pu inclure ce groupe au milieu. Ça inclut la plupart d'entre nous, probablement. On n'est pas des non-musiciens, mais on n'est pas non plus des musiciens professionnels. Alors, je suis absolument d'accord avec vous. Great, thank you. Merci. So Merci, I David. follow up with Isabel asked Donc, une about question d'Isabelle. question. So, Vous le voyez dans la she boîte said, chat, elle wrote, dit, if the connectivity of si the motor la vision appears as a connectivité de la région biomarker, moteur could musical training be a protector apparaît against comme vision biomarqueur, formation est-ce que la in formation the musicale would peut be être un facteur qui nous useful to protège, prevent qui of protège le of cerveau de blessures et, infection? que, For example, et audible qui motion. ferait de la musique, donc l'intervention musicale, plus efficace dans une population qui a déjà une connexion renforcée, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une formation musicale, est-ce qu'ils ont une protection neurale parce qu'il y a des connexions renforcées comme le auditory motor loop, ce retour euh, euh, auditif moteur. Oui, on pourrait l'avoir. Il y a des études qui ont démontré qu'il y a plus de matière grise dans certaines régions du cerveau. La musique peut, oui, en effet, nous offrir de la protection, mais ça dépend où a lieu l'AVC. Si l'AVC a complètement enlevé ce auditory motor loop, ça se peut que cette protection-là ne veut pas dire grand-chose. Otis Schlag a travaillé beaucoup sur cette question-là, l'hémisphère gauche. Dans ce contexte-là, peut-être avoir un certain niveau de formation musicale peut nous protéger. Ça implique aussi l'hémisphère droite, mais si on a le côté gauche endommagé du cerveau, on peut peut-être aller chercher de l'aide à droite. Et c'est là que la formation musicale peut peut-être nous offrir une certaine protection. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ici qui l'ont testé, mais ça dépend vraiment d'où a eu lieu l'AVC. Euh, si les cellules d'une certaine région sont complètement mortes, ben, ça se peut qu'on peut compenser ailleurs, mais je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus et si on l'a vraiment testé. Mais c'est une très, très bonne question. C'est une question très intéressante et je pense que beaucoup de gens, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le monde qui est en train de le tester. Si des gens avec une certaine expérience musicale pourraient s'améliorer, je serais très intéressé à le savoir. Merci pour cette question. Oui, c'était aussi sur... Oui, vous avez répondu à une partie de la question, mais je me demandais aussi, quand vous avez parlé de qui nous choisissons pour la récupération motrice, l'intervention musicale, est-ce que ça marcherait mieux avec des musiciens qu'avec des non-musiciens? Je ne sais pas. Oui, je pense que c'est la question à laquelle on n'a pas de réponse. Je ne me souviens pas
je ne sais pas si Takako, dans l'exclusion et l'inclusion, je ne pense pas qu'on a les données pour répondre à cette question-là. D'accord. Il faudrait que j'aille vérifier. Non, je ne pense pas qu'on a les données. Je ne pense pas que c'était une hypothèse que Takako a voulu explorer, mais je pense que dans l'avenir, ça va être très intéressant d'explorer cette question-là, de voir s'il y a... Attends, je me demande si Eckhart Altemüller a un papier là-dessus, peut-être pas sur les AVC, mais je peux aller essayer de le trouver. Je le donnerai aux membres du comité, ils peuvent vous l'envoyer. Je me demande si Eckhart Altemüller a fait du travail là-dessus en se penchant sur les gens qui ont une formation musicale et si ça a un effet sur la récupération. Donc, je n'ai pas de réponse directe comme telle, mais je peux me pencher là-dessus. Oui, merci beaucoup. Très belle présentation. Merci pour la question. Il y a une autre question. Marianique, oui, bonjour. Ma question était sur les chanteurs professionnels. Vous avez parlé de compétences acquises pendant la formation ou l'éducation musicale. Ce sont surtout des compétences cognitives. Mais je me demande si la façon que les chanteurs dans la formation développent les mêmes compétences que les instrumentistes, parce que ce ne sont pas les mêmes compétences en fait, surtout par rapport aux fonctions motrices. Est-ce que vous avez étudié des chanteurs ou des chanteuses, leur comportement dans cette étude? Non, non, mais c'est un très bon point, c'est une très bonne question. Et en fait, on pourrait dire qu'il y a peut-être un peu de transfert, les chanteurs, les cordes vocales versus la main. Il y a des preuves fondamentales que si on fait le rythme avec notre doigt, on chante, on fredonne le rythme ou avec les pieds. C'est pas très important quel membre, quelle partie du corps on utilise. L'effet est similaire et c'est lié à l'idée du GMP, le General Motor Program. C'est Richard Smith qui a effectué cette recherche-là. Donc, on ne sait pas si les chanteurs auraient exactement les mêmes résultats que les instrumentistes. C'est une très bonne question. Ça dépend en fait, des compétences dont on parle. Je ne sais pas s'il y aurait un transfert, si les chanteurs... En fait, l'étudiant de Virginia a fait cette étude où ils ont fait une étude avec des joueurs de batterie et de tambour. C'est des gens qui font une formation rythmique tout le temps, de façon continue. Ils les ont comparés avec des chanteurs et des pianistes. Je ne pense pas qu'ils ont trouvé de différence. Les vocalistes, les chanteurs ont une performance similaire à d'autres musiciens. Donc ça, c'est une preuve qui nous suggère que c'est pas spécifique à l'instrument ou je ne sais pas si ça répond à votre question un peu, mais moi, j'ai pas testé les chanteurs. Ça veut dire qu'on soit chanteur ou instrumentiste, notre façon d'acquérir nos capacités, nos compétences musicales n'est pas très importante. Maîtriser un instrument et maîtriser la voix. Ça dépend de la tâche. L'étudiant de Virginia, je pense que c'était Thomas, la tâche était une question de timing rythmique. Donc, comme chanteur, le rythme est très important. Vous recevez de la formation là-dessus. Alors, ce serait une raison pour prendre en compte cet élément commun. Le rythme est un point commun pour tout musicien, soit chanteur ou soit joueur d'instrument. Donc, ça dépend de la tâche, absolument. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci, Marie. Virginia, vous avez une question? Oui, salut, c'est un plaisir de vous voir, Joy. C'était une très bonne présentation. Je vais juste te dire à propos des chanteurs.
C'est lié à ce que vous venez de dire. Dans des tâches de nature générale, les chanteurs, les violonistes, les pianistes avaient des résultats très similaires. La seule petite différence qu'on a remarquée, c'est au niveau de la précision euh, euh, rythmique pour les pianistes. Alors, si la tâche est très semblable à leur formation, on a des résultats et plus de transferts. Alors, vous avez absolument raison. Ça dépend de la similitude, les similarités entre la formation et la tâche. Alors, je suis très curieuse par rapport à l'étude sur l'exercice parce que, bien sûr, d'un côté, on se dit, ben, c'est quoi le lien entre faire du vélo, courir et les tâches et les compétences motrices précises? Et une chose qui m'est venue à l'esprit, il y a un effet sur les fréquences et les tonalités, la précision dans ce domaine-là. Et je me demande, je crois, je ne suis pas sûr, je ne me souviens pas, je pense qu'il y a des preuves qui démontrent que cette formation aérobique a un effet sur la mémoire, la rétention d'informations. Et je me demande si la composante pitch, la composante fréquence ou hauteur de tonalité, euh, si un certain doigt va avec une certaine tonalité, je me demande s'il y a des liens là. C'est un très bon point, j'avais jamais réfléchi à cela. Vous avez raison. La tonalité en général, euh, c'est l'étape cognitive. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Donc, faire ces associations-là, absolument. Je crois qu'il y a des preuves qui émergent en ce moment que ce n'est pas lié à une seule tâche. Ce sont les régions préfrontales du cerveau. Et cette littérature a commencé il y a un petit moment. Euh, les études sur les habiletés cognitives d'adultes et la mémoire, je crois que c'est un très bon point. Ça se peut qu'avec nos tâches, en fait, ça se peut que la tâche ne soit pas appropriée et les effets qu'on a vus sont en fait très petits. Ça se peut qu'en l'étudiant davantage, on trouverait d'autres changements. Par exemple, demander aux participants pas seulement d'apprendre une mélodie simple, mais d'apprendre une sonate complexe pour piano. Et de l'autre côté, vous avez raison, ça c'est l'aspect cognitif, c'est ce qu'ils apprennent. Et c'est là où l'exercice a un effet, pas tellement le côté euh, précise au niveau moteur. Maintenant, on a ce laboratoire, on a ce Yamaha Avant-Garde et on va utiliser des senseurs, des instruments pour mesurer les mouvements des doigts. Et voilà, ça serait une étude intéressante de voir s'il y a une association entre ces deux-là. Et il y a aussi le côté du contrôle moteur. Est-ce que ces éléments changent? Merci. Thank you, Virginia. I have a follow-up question. This is actually something that interests me as well. J'ai une question de suivi, c'est quelque chose qui m'intéresse également. Donc, les exercices de performance, les résultats étaient assez inattendus pour moi. Juste parce que Danny Doctor, en fait, les données anecdotales que j'ai vues des autres musiciens professionnels, c'est qu'après une blessure, ce n'est pas une blessure cérébrale mais motrice, ils commencent à faire des exercices et il y avait eu augmentation des habiletés motrices qui récupèrent, mais aussi une augmentation de mémorisation.
et des autres activités pour apprendre la nouvelle musique. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez pensé à des études longitudinales pour suivre ces musiciens professionnels? Je sais que c'est difficile de trouver un cas où ils vont avoir la blessure et ils récupèrent, mais peut-être quelque chose comme cela serait intéressant de suivre au fil du temps ou des musiciens professionnels qui font des exercices pendant une longue période de temps, comment ils évoluent. Oui, c'est un excellent point. Nous voulons faire une étude longitudinale, mais c'est difficile de recruter des musiciens et d'observer comment cela a une incidence sur la performance. Et voici, je pense que la composante longitudinale va être très importante. Et évidemment, nous avons aussi entendu que des instruments avant, ça fait partie de ce qu'ils font dans la performance sur leur instrument. Ils ont besoin d'une fonction cardiovasculaire solide. Alors oui, c'est quelque chose qu'on aimerait bien explorer. Alors, s'il y a des étudiants de premier ou deuxième cycle, n'hésitez pas à me contacter parce qu'on aimerait bien continuer le travail de Dina et essayer de dissocier tous ces facteurs cognitifs, contrôle moteur et de faire cette étude longitudinale pour voir s'il y a un effet. Thank you for the answer. Merci de la réponse. Est-ce que nous avons d'autres questions de l'auditoire? Oh yeah, Simon. Oui, Simon, allez-y. I think I don't think we Simone, can hear you, Simon. On ne vous entend pas, Simon. C'est devrait marcher maintenant. Bonjour Joyce, excellente présentation, merci beaucoup. C'est bien de vous voir. J'ai juste une question sur votre dernier point sur les biomarqueurs. Évidemment que dans toutes les études, il y a beaucoup de variabilité. On trouve chez la population des patients, on voit ça dans l'AVC, Parkinson, c'est toujours difficile de gérer toutes ces variabilités, surtout si on regarde la moyenne de performance du groupe. Alors, c'est vraiment génial que vous avez pu montrer le graphique où les trajectoires peuvent être très différentes d'un patient à l'autre. Du point de vue clinique, avez-vous des intuitions, des suggestions par rapport aux marqueurs qui pourraient être colligés facilement, outre les biomarqueurs que vous avez indiqués, que par exemple pourraient être colligés par une tâche comportementale simple? Quels sont les patients qui pourraient tirer plus de bénéfices de ce traitement? Je pose la question parce qu'on travaille sur le Parkinson en ce moment. Il y a différentes trajectoires, il y a des répondeurs et non-répondeurs en utilisant des tâches très simples. Par exemple, on tape avec le doigt, comme vous connaissez très bien comme tâche. Ça marche assez bien, mais on a besoin de plus grands échantillons. J'aimerais avoir vos idées là-dessus. Donc, parce qu'on va vers l'individualisation, ça c'est l'objectif. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Cela ne semble pas y avoir une intervention qui va fonctionner pour tout le monde. Donc, il vaut mieux connaître d'entrée de jeu qui, parmi les patients, sont les plus susceptibles de bénéficier de ce traitement. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Elle est importante pour beaucoup d'entre nous qui nous intéressons à l'application clinique. Bon, les gens avec qui je travaille sont atteints d'un AVC et non pas de Parkinson. Je pense que les marqueurs ajoutent une valeur pour les gens qui ont des handicaps majeurs. Oui, dans un monde idéal, il y a un rapide comportement rapide qu'on pourrait faire, qui a de l'argent pour faire des imageries médicales complexes. Pour l'AVC, on sait que pour autant que vous puissiez donc éteindre vos doigts et votre épaule, si les gens le font, ils sont capables de le faire, nous savons qu'ils sont sur la voie de récupération. Mais pour
Après, si les gens ils ont des handicaps mineurs, cliniquement, vous pouvez conclure d'après ces évaluations. En fait, on voit ces neurologues, ils ne vont pas s'inquiéter trop vu que généralement, ils vont récupérer une bonne partie de leur fonctionnement. Ce sont tous les autres gens qui euh, ça porte à plus confusion. C'est là qu'on pense que ces biomarqueurs d'imagerie peuvent jouer plus un rôle, au moins pour les patients atteints d'AVC, non pas forcément pour Parkinson, parce que les biomarqueurs cliniques vous donnent le phénotype, mais les biomarqueurs nous donnent plus d'informations. Godfrey a un beau papier là-dessus. Vous pouvez avoir deux patients qui présentent avec le même score clinique. Il y en a un qui va s'améliorer, l'autre pas. Cela vous indique qu'avec le score clinique, ce n'est pas suffisant pour certains. Alors, si vous ajoutez au moins l'AVC, donc vous pouvez mesurer avec TMS ou l'imagerie, cela vous offre une valeur ajoutée et améliore cette prévision et cette certitude de savoir si vous allez être dans le groupe des modérés ou faibles. Alors, au moins pour l'AVC, j'imagine que la réponse est cela dépend. Alors, si c'est quelqu'un qui n'est pas aussi capacité, les évaluations cliniques sont suffisantes. Mais il y aura des gens qui vont avoir des évaluations cliniques où vous ne pouvez pas vraiment savoir. Et c'est ça qui est primordial, parce qu'à partir de ce chiffre aléatoire, il va peut-être réhabiliter, peut-être pas, mais vous ne voulez pas être la personne qui ne sera pas, qui n'aura pas la réhabilitation, alors que c'est là que les biomarqueurs neurologiques sont importants. Même les TMI, ça marche. Il y a beaucoup de EEG par table qu'on peut faire. Vous pouvez avoir des activités M1. Bon, s'il y a d'autres qui sont plus compliquées, FMIR sont également un sujet chaud. Alors, dans le monde des AVC, c'est ça qu'on commence à faire, mais aussi euh, qui vous donne plus que l'évaluation clinique avec Microsoft Connect. Ça peut être faisable plutôt que de faire entrer les gens en laboratoire avec des technologies manquables, avec des systèmes de suivi d'émotion, avec les jeux informatiques. On peut extraire de l'information kinématique, donc du monde ou du domaine de l'AVC, c'est ce qu'on est en train de faire. La réponse est, j'imagine, ça dépend, mais je suis d'accord. Si on peut trouver une évaluation clinique, un outil comportemental, ce serait vraiment idéal comme scénario. Je ne sais pas si on est là pour l'instant, en tout cas pour l'AVC. En fait, ma question est exactement de savoir si on peut penser à quelque chose de meilleur que l'évaluation clinique habituelle, que, comme nous le savons, n'est pas en mesure Nestlé, en fait, fait d'améliorations différentes parce que la formation est musicale. Donc, il peut y avoir possiblement des mesures qui sont plus pertinentes pour le genre de formation que nous mettons en œuvre. Donc, il pourrait être aussi susceptible de surveiller le patient avant d'introduire la formation. Évidemment, est-ce que vous avez des pistes? Dans le cas de Parkinson, on utilise la synchronisation perceptive musicale. La formation qu'on fait est rythmique, elle est pertinente à la formation. Alors, si on pense à une évaluation qui est plus proche de la fonction qui est formée, ça peut être pertinent, déterminé pour savoir si le patient peut bénéficier de la formation en partant. Ça pourrait peut-être j'ai fait partie d'un jury de thèse. Crosby et Patterson sont les chercheurs. Ils s'intéressent à la formation rythmique pour une symétrie. Cette thèse doctorale était de savoir est-ce que la formation musicale ou rythmique, est-ce que la perception de rythme ou de production, est-ce que ça prédit qu'il va être un répondeur ou non répondeur à cette approche de stimulation auditoire? Oui, c'est le cas. C'est ce que nous avons comme étude récemment, et pas seulement des cohortes, mais nous avons des indications. Merci. Thank you, Simone. And unfortunately, we are Malheureusement, nous arrivons à la fin.
J'aimerais remercier la Dr. Chen d'être avec nous aujourd'hui. C'était vraiment une excellente présentation, excellente discussion et je vous remercie de votre présence et participation. Avant de faire des annonces pour la prochaine partie, le Dr. Chen, avez-vous des remarques de fin? Simplement pour vous remercier, c'était incroyable. C'était vraiment formidable de voir des visages des personnes que je connais et de vous rencontrer. J'espère que je vais pouvoir venir à Montréal bientôt pour vous voir en personne et de visiter les différents établissements. Alors, merci à tout le monde. J'apprécie cette occasion de partager le travail que nous faisons. Merci. On aura une courte pause, donc 13 minutes, et on sera de retour à 11 heures avec la première session des présentations qui sont disponibles sur le site Internet de COMS. Alors, vous pouvez consulter si ce n'est pas déjà fait et on reprend à 11 heures